10 ans après les accords de Paris sur le climat, qu'est-ce qui a changé? Je suis François Pitrel, journaliste environnement et climat pour BFM TV. Vous écoutez la question météo-climat et on pose aujourd'hui la question à Cyril Dion. C'était il y a 10 ans et le monde s'enthousiasmait. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Armé de son maillet, Laurent Fabius, président de la COP 21, frappe un grand coup sur la table. L'accord a été trouvé, tous les pays du monde signent et s'engagent à limiter le réchauffement climatique à plus de degrés, si possible à 1,5 degré. Et comme une extension de ce moment d'espoir, un documentaire cartonne dans les salles et au cinéma. C'est le film Demain. Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. On est parti aux 4 coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions à tous ces problèmes. Demain fera plus d'1 million d'entrées au cinéma et reçoit en 2016 le César du meilleur documentaire. Il raconte des histoires de gens qui, partout dans le monde, trouvent des solutions face à la crise environnementale. Le film est joyeux, positif, il nous montre qu'il y a une autre facette à cette crise, souvent traitée de façon un peu déprimante par nous, les médias, et il met en lumière des gens qui se bougent, qui proposent des idées efficaces, reproductibles, locales face à ce péril global. Nous sommes 10 ans après, autant dire qu'on est demain, et le film Demain va ressortir au cinéma. 10 ans après, qu'est-ce qui a changé, Cyril Dion? Ce qui a changé, c'est que c'est bien pire qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'au lieu que tous les gens aient vu les solutions qui étaient dans le film, les aient toutes appliquées et que le monde ait changé, il y a quelques millions de personnes qui l'ont fait. Et ça, c'est quand même un vrai changement. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui ont transformé leur ville. Par exemple, à Paris, depuis 10 ans, ça a beaucoup changé, puisque la pollution de l'air a baissé de moitié. Le trafic en vélo a augmenté de près de 300%. Donc là, on voit que sur des territoires, il y a des choses qui sont vraiment transformées. En revanche, à l'échelle mondiale, on sait aujourd'hui qu'on ne sera pas capable de tenir l'objectif des 1,5 degrés, donc qui était celui de l'accord de Paris, celui pour lequel Laurent Fabius frappait avec son petit maillet en disant on s'entend à limiter le réchauffement de la température à 1,5 degré d'ici 2100. Ben, on sait qu'on va passer cette barrière entre 2027 et 2030 et qu'on est en train de passer aussi des points de bascule climatiques. On vient d'en passer un récemment sur les récifs coralliens en eau chaude. Mais il y a quand même eu des effets, c'est-à-dire que les trajectoires qui étaient celles de 2015, elles ont été quand même amoindries. On avait une perspective certaine à 3-4 degrés, peut-être plus à la fin du siècle. Et là, on est sur une estimation aux alentours de 2,6 degrés. Donc, c'est pas assez, c'est pas suffisant, mais il y a eu un élan qui a permis quand même de donner des trajectoires qu'on n'aurait pas eu sinon. Je suis pas certain de partager vraiment cet optimisme. En fait, on n'a jamais émis autant de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui dans l'atmosphère. On n'a jamais consommé autant d'énergie, on n'a jamais consommé autant de matière. On est vraiment dans une forme de dévastation écologique. On a dépassé 7 des 9 limites planétaires. Et là, la limite dont vous parlez, en gros, la perspective de finir le siècle à plus 2,7, c'est si tous les États tiennent les engagements qu'ils ont pris dans les COP. Et on serait déjà à plus 2,7, ce qui ferait en gros presque plus 4 degrés en France, ce qui est déjà une vraie catastrophe. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a de quoi se réjouir, d'autant que un monde dans lequel tous les États respecteraient les engagements qu'ils ont pris dans les COP, on voit bien que a priori ça n'existe pas. Et donc on est plutôt sur des scénarios entre 3 et 4, malheureusement, qui sont des scénarios pessimistes, sauf si effectivement des catastrophes déclenchaient des prises de conscience absolument extraordinaires récemment. Enfin, dans peu de temps. Ça me fait penser au documentaire qu'on avait fait, nous, sur BFM TV, qui s'appelait 2050, ouvrons les yeux, Oui, et absolument. qui se projetait comme ça en 2050, et qui disait, on a réussi la transition, on a atteint la neutralité carbone, voilà comment on y est arrivé, et ça commençait par ça. Ça commençait par un méga feu en Espagne, et qui se propageait partout en Europe, et qui faisait que toutes les populations européennes prenaient conscience qu'il fallait bouger beaucoup plus vite. Et cette année où on a fait le documentaire, on a été rattrapé par la réalité presque, puisqu'il y avait les feux de Gironde, Ah oui, non, de de Gironde. Gironde, en France, à Landiras, les plus grands feux jamais recensés. Et pourtant, ça n'a pas eu cet effet déclencheur.
En fait, c'est en train de l'avoir peut-être de façon sous-jacente. Il y a le patron d'Allianz, enfin un des cadres supérieurs d'Allianz récemment, qui a fait une tribune dans Alliance, les assureurs. Allianz les assureurs, exactement, qui a fait une tribune dans le Guardian aux États-Unis en disant le changement climatique est en train de faire s'écrouler le capitalisme. Ce qui est sans doute une information plus audible pour un certain nombre de grandes entreprises, en expliquant que un monde à plus 4 degrés est complètement inassurable. Et ils en ont pris conscience, enfin en tout cas ils s'en sont rendus compte encore plus au moment des grands feux de Los Angeles, dont les dégâts ont été chiffrés à nouveau à 275 milliards de dollars. Et donc, face à l'ampleur de ces sommes, les assureurs disent, nous, on se désengage et on ne pourra plus assurer ce genre de risque. Sauf que si les assureurs arrêtent d'assurer ces risques, les banques vont arrêter de prêter. Et si les banques arrêtent de prêter, c'est toute la chaîne de financement qui Toute la s'écroule. pyramide s'effondre. Mais du coup, 10 ans après la sortie de ce film, qui a été un succès, encore une fois, moi, il m'a enthousiasmé, quoi. Est-ce que vous referiez le même film? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment ou finalement, c'était quand même le bon chemin à prendre, changer le récit? Bah, curieusement, pour l'avoir revu récemment, le film n'a pas tellement vieilli, malheureusement. S'il avait été complètement démodé, ça aurait voulu dire que tout le monde s'est approprié ces solutions, mais il y a des choses qu'on dirait un peu différemment, sans doute avec un peu plus de gravité et un peu plus d'esprit combatif. Mais Par globalement, exemple? bah, cette question aujourd'hui des rapports de force avec les responsables politiques, elle est devenue absolument incontournable. Alors on l'aborde dans la partie sur la démocratie, puisqu'on montre les Islandais qui font la révolution, qui obligent leur gouvernement à démissionner, qui réécrivent leur constitution suite à la crise économique qu'il y avait eu en 2009, où les banques avaient plus ou moins ruiné le pays. Mais là, on voit bien qu'on est passé à un stade encore ultérieur. C'est-à-dire qu'on a dépassé le moment de la sensibilisation. Il ne s'agit plus de sensibiliser maintenant. Il s'agit d'engager une lutte pour notre survie. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des clans qui se polarisent, qu'il y a ce qu'on a tendance à appeler les terrestres, c'est-à-dire les gens qui essaient de faire en sorte de se mobiliser pour que cette planète reste habitable. Et on en a d'autres qui ne sont absolument pas sur des arguments rationnels. Donald Trump ou Vladimir Poutine ou Javier Milei, je veux dire, ils ne sont pas en train d'expliquer que les études scientifiques qui sont données par le GIEC sont fausses. Ils balayent tout ça d'un revers de main et ils sont dans une perspective vraiment idéologique de on s'en fout, on va continuer à forer, on va continuer à utiliser du pétrole. Mais du coup, vous avez une perspective là qui est, bon, pas très optimiste, je ne sais pas si c'est le bon mot. Alors qu'il y a 10 ans, vous étiez dans cette perspective, non, on va changer les choses. Non. Là, vous avez changé Non, c'est pas que de point de vue? c'est pas que je suis plus optimiste parce que je pense que je l'ai jamais été. Il y a vraiment pas de quoi être optimiste quand on regarde la situation. Ce que je me disais il y a 10 ans, c'est il faut raconter une histoire qui montre comment le monde pourrait être si on mettait bout à bout les solutions qu'on connaît déjà. Et que cette histoire crée du désir, crée de l'élan, crée de l'envie. Et je suis toujours d'accord avec moi-même pour ça, parce que l'exemple de demain a montré que ça fonctionne. Le problème, c'est que il y a eu un seul film. Il faudrait qu'il y en ait Ah, des il y en a eu un dizaines, deuxième sur des BFM milliers. Il y en a TV. eu un deuxième sur BFM TV. Mais il faudrait qu'il y en ait tous les jours. Mais ce qui est incroyable avec Demain, c'est que depuis 10 ans, j'ai des gens qui viennent me voir dans la rue en permanence pour me dire ce film a changé ma vie. J'ai changé, j'ai changé de métier. J'avais une entreprise, on a complètement réorienté notre activité. J'étais étudiant, j'ai choisi mon métier à cause de ça. J'étais au lycée, j'ai choisi mes études. Je vous parlais tout à l'heure de Paris. Anne Hidalgo a témoigné dans un documentaire qu'on avait fait en 2018 qui s'appelait Après-demain, sur les conséquences de demain, que toute la politique vélo à Paris avait été inspirée par le film et par ce qu'elle avait vu de Copenhague. Aujourd'hui, on voit que Paris est devenue la ville la plus cyclable d'Europe et que l'impact sur la pollution de l'air est absolument considérable et sur les émissions de gaz à effet de serre aussi. Bah, là, on a vraiment l'exemple que proposer un récit positif, constructif de l'avenir en montrant à des gens, des personnes qui leur ressemblent et qui font des choses qu'ils pourraient faire eux aussi dans leur vie, ça fonctionne. Il y aurait des initiatives qui pourraient être intégrées dans Demain 2 auxquelles vous pensez? Un deuxième film, Demain 2, c'est ce que je veux dire. On pourrait intégrer des centaines d'initiatives.
Enfin, je veux dire, on pourrait parler aujourd'hui du Portugal qui est arrivé à, ou de l'Uruguay, l'Uruguay, ils sont à 99% d'électricité renouvelable dans le pays. Le Portugal, ils sont à plus de 70%. Ils ont vraiment fait une bascule considérable. On pourrait montrer ces personnes qui, à Boulogne-Billancourt, ont créé l'appartement du futur, qui est vraiment un appartement hyper low-tech. Dont on avait parlé dans ce podcast et qu'on avait visité d'ailleurs, Exactement. qui est génial avec Corentin de Châtel-Perron. Et aller chercher des initiatives dans tous les domaines. Mais d'une certaine manière, dans Demain, il y avait déjà le noyau de tout ça. C'est-à-dire qu'on montrait comment on pouvait faire de l'agriculture, comment on pouvait transformer nos villes, nos régions, en faisant tout un tas de petites fermes autour des villes qui permettraient de nourrir les gens qui habitent dans les grandes métropoles, sans pesticides, sans pétrole, sans produits Donc tout phytosanitaires. le monde ne s'en fout pas, parce que vous aviez fait une chronique l'année dernière dans La Terre au carré sur France Inter, chronique qui donne lieu d'ailleurs à un livre désormais, eh bien, qui donne lieu à un livre de résumé. Il y a des choses en plus d'ailleurs, il y a des chroniques en plus. Là, j'ai réécrit, Ouais. et puis il y a quelques textes supplémentaires. Le livre s'appelle La lutte enchantée. Ouais. Et donc il y en avait une qui s'appelait Pourquoi tout le monde s'en fout. Là, il y a plein d'initiatives, tout le monde s'en fout pas. En fait, la chronique s'appelait pas Comment tout le monde s'en fout. C'est la première chronique du livre qui disait Est-ce que ça vaut encore la peine d'alerter sur l'urgence écologique? C'est simplement que je faisais le constat que moi, ça fait 20 ans que je milite. Ce que je disais il y a 20 ans, en essayant de prévenir les gens, en leur disant si on continue sur cette trajectoire, il va se passer ça, c'est en train de se produire aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un peu déprimant. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, donc tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, ça n'a pas empêché que ça se produise. Pour autant, si on regarde les choses avec une granularité un peu plus fine, je vois bien que, et Demain, et un livre que j'ai fait, Le petit manuel de résistance contemporaine, et un autre film que j'ai fait, Animal, et là, les chroniques de la lutte enchantée, ont un impact considérable sur la vie d'un certain nombre de personnes qui se mettent à agir. Mais encore une fois, on est trop peu nombreux. C'est-à-dire que si on voulait engager vraiment une bataille culturelle, quand les Américains ont réussi à répandre l'American Way of Life sur la planète entière, de convaincre les gens d'acheter des jeans, de boire du coca, de bouffer du McDo, etc., ils l'ont fait grâce à une industrie cinématographique qui a fait des milliers de films. Donc si on veut répandre une forme d'ecological way of life, il faudrait 1000 demain, que ce soit en fiction, en série, en documentaire, en BD, en roman, pour que ces imaginaires-là commencent à infuser dans la société. Et alors c'est une réflexion personnelle, mais j'ai l'impression qu'on a des films et des livres qui parlent de ces imaginaires-là, mais ils en parlent de façon un peu défaitiste. C'est-à-dire qu'ils parlent plus du côté comment on vit dans un monde réchauffé. Ils sont passés du côté de la défaite, entre guillemets. Mais c'est exactement ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut des films qui passent du côté de la victoire. Dans Demain, Rob Hopkins, qui est un militant anglais qui a créé le mouvement des villes en transition, dit, en fait, à chaque fois qu'on parle de l'avenir, on est très doués, nous, les êtres humains, pour imaginer comment notre espèce va disparaître. Que ce soit des extraterrestres, des gremlins, des bombes atomiques. Mais où sont les films qui racontent comment on s'en sort? Où sont les films qui racontent comment on Qui vivrait finissent bien à la fin. si on avait stabilisé la température en dessous d'1,5 degré? Ces films n'existent pas vraiment. Donc là, on a créé un collectif qui s'appelle CUT, Cinéma Uni pour la Transition, qui engage des réalisateurs, des réalisatrices, des scénaristes dans cette voie-là pour imaginer d'autres probabilités du futur. Ça, c'est votre façon d'essayer de passer à l'échelle, entre guillemets. Parce que pourtant, la Exactement. COP, c'est tous les pays du monde qui sont rassemblés. Le président était le même, le président, comment il avait eu un titre, le président le plus écologique du monde. Je ne sais plus exactement, c'était... Quoi, François Hollande? Non, non, Fabius non, Emmanuel Macron. Ah, Macron. Et alors, je suis désolé C'était il y a pour les longtemps, auditeurs. Non, c'était au tout début. Il avait reçu Greta Thunberg. Et tous les pays du monde se mobilisent dans les COP. Mine de rien, c'est dur de passer à une plus grande échelle. Comment faire? C'est vrai que la culture, c'est votre credo. Mais il y a aussi l'action. Il va falloir que les municipalités... Est-ce que c'est pas au niveau local? Moi, je crois vachement à ça. Je me dis qu'on va vachement être actif à côté de chez soi. Aussi pour des raisons de peut-être d'adaptation au changement climatique, parce que il va falloir s'allier. Il y a Pablo Servigne qui parle de ça très bien, s'allier peut-être à ses plus proches voisins dans un monde qui pourrait s'effondrer. C'est déjà ce qu'on racontait dans Demain, c'est-à-dire qu'on faisait le pari que les transformations allaient venir des territoires, de là où les gens habitent. C'est déjà ce que disait Rob Hopkins avant Pablo Servigne, où il disait finalement, si il y a une forme d'effondrement, ce qui sera le plus important, c'est le tissu social, c'est d'avoir une communauté autour de soi qui pourra nous aider. Pour autant, il va falloir aussi qu'on change à une échelle macro. C'est-à-dire que si les multinationales continuent à tout détruire, si vous êtes en train de faire votre petit potager dans votre coin, ça ne va pas changer toute la société. Donc, pour qu'on y arrive,
pour moi, il y a 2 ingrédients essentiels. Il y a les récits, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un nouvel imaginaire, on a besoin de se projeter pour savoir quel monde on a envie de construire. Et ça, c'est une bataille culturelle, effectivement, qui se mène dans les médias, qui se mène aussi dans la culture, dans les films, dans les livres, dans les BD, etc. Et puis, il y a les rapports de force. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec la situation telle qu'elle est. Les industries pétrolières, les industries pétrochimiques. Et ces personnes-là, elles ont mis tout leur poids dans la balance depuis des décennies pour empêcher l'action publique. On le sait maintenant, c'est très documenté par exemple par rapport aux pétroliers. Exxon, BP, Shell ont produit des rapports qui ont semé le doute sur la réalité du changement climatique pendant des décennies. Si on n'engage pas des rapports de force avec ces multinationales-là, et si on ne fait pas bloc derrière des responsables politiques pour qu'ils prennent des mesures qui sont théoriquement impopulaires, mais qui nous permettraient de continuer à vivre sur une planète habitable, il y a aucune chance que ça change. Là, ils vont se réunir dans cette nouvelle COP et ils vont faire exactement comme d'habitude, c'est-à-dire des discussions diplomatiques avec une limite qui est on touche pas à la croissance, on touche pas au business. D'ailleurs, le On nombre... n'attendait donc pas grand-chose de cette COP au Brésil. Enfin, je veux dire, ça fait 30 COP. Celle qui est supposée avoir eu le plus de succès, c'était la COP 21, donc en 2015. Et vous voyez bien que malgré cet accord qui n'était pas contraignant, les émissions ont continué de grimper et on a dépassé tous les en Europe, points de en bascule. France. En France, globalement, nos émissions ralentissent, mais elles devraient ralentir plus vite. On devrait réduire de 5% par an, on réduit plutôt de 2%. Merci Cyril Dion. Vous avez écouté la question météo-climat. Vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes et sur le site bfmtv.com. À bientôt.